Il était une fois, dans un royaume lointain où régnait le chômage, la xénophobie et BFM TV, un jeune roturier au surnom étrange de bolchevique. Lorsqu'il rentrait éreinté par le dur labeur, il ne trouvait rien de mieux à faire que des vidéos sur internet. Ouais, enfin, quand il était motivé. Mais ce qu'il ignorait, c'est qu'il n'était pas un simple smicard avec une vie de chiotte. Eh ben merci, sympa. Putain de merde. Bonjour bolchevique, je suis ta marraine la fée. Super. Ben n'hésite pas à t'abonner, à partager les vidéos. Je suis venue pour te montrer ta véritable destinée. Car vois-tu, tu n'es pas qui tu crois être. Tu penses être quelqu'un d'ordinaire, mais en réalité, tu es une princesse. Mon Dieu. Au fond de moi, je crois que je l'ai toujours su. C'est vrai ? Ben non, parce que vu que je suis un mec, ça paraissait quand même assez peu probable. Excuse-moi, tu es marraine la fée ? Non ? Alors tu m'apprends pas mon métier, ok ? Ok, mais alors attends, ça veut dire qu'en vrai, je suis de sang noble. Ah, non. D'accord, ben ceci dit, tant mieux, parce que j'aurais dû me guillotiner moi-même. Mais attends, ça veut dire que par contre, enfin, je suis pété de thunes. Non, ça change pas non plus. Donc je suis un mec, pas de la noblesse et pauvre. Oui, mais rassure-toi, tu es une princesse. C'est assez laxiste ta définition de princesse quand même, hein. Oui ben écoute, t'es une princesse, merde, t'as une belle robe, tu devrais être content. Mais bon, fais-en ce que tu veux, hein. Salut à tous mes chers petits camarades, aujourd'hui j'aimerais vous parler de ces héroïnes chantonnantes qui règnent sur l'imaginaire collectif génération après génération depuis leur création par un certain monsieur Walt Disney. Mais pas seulement. Ah, Disney, cette énorme usine à rêves et à pognon qui se taille la part du lion depuis bientôt un siècle dans l'univers du divertissement et de l'imaginaire, aussi bien enfantin que collectif. Génération après génération, Disney a tranquillement posé des mythes modernes, souvent en s'appropriant les anciens, ainsi que des recettes à toute épreuve et des canons narratifs d'une efficacité sans faille, le tout en les renouvelant eux-mêmes régulièrement, histoire de rester le boss final, le Mathusalem increvable, le roi de la colline de toute une industrie. Ce faisant, ils ont mondialement influencé nos représentations et évolué avec elles, et puisqu'ils semblent avoir une appétence toute particulière pour le conte, genre fondamental et universel, ils ont très vite fait de l'archétype de la princesse leur marque de fabrique. C'est ainsi qu'au travers de ce défilé de belles robes, ils ont contribué à notre image des femmes, tout en reflétant le regard de nos sociétés sur une bonne moitié de la population du globe. Bien entendu, les princesses Disney ne font pas que représenter les femmes, et sous bien des aspects, les hommes ont pu s'identifier à elles. Walt Disney lui-même déclarait se sentir proche de Cendrillon, trimant sans reconnaissance pendant des années, avant d'enfin rencontrer son destin. Et non, la success story de la petite Souillon n'a pas fait que nourrir la vision que les petites filles ont d'elles-mêmes, ou les petits garçons de leurs camarades à couette. On peut voir de nombreuses allégories, avec le roi comme figure paternelle, le parcours initiatique comme le passage à l'âge adulte, ou la méchante belle-mère comme un parent abusif. Les princesses Disney ne parlent pas que des femmes. Mais que vous aimiez Disney ou non, elles font partie de votre culture, parce qu'elles font partie de notre culture à tous. Et c'est bien de ces héroïnes dont nous allons parler aujourd'hui. Alors là, je vous vois venir avec vos questions de merde, bande d'espiègles spectateurs pointilleux. Comment on définit qu'un personnage est une princesse Disney ? L'un de vous se promène dans le parc et soulève les jupes des dinosaures. Sachez d'abord qu'il y a une gamme officielle, tout approuvée de partout sous contrôle de maître Disney, huissier de justice, et dont voici la liste. Pour faire partie de ce club VIP, il faut avoir un rôle féminin majeur dans un premier film. Oui, un premier film, du coup les suites et spin-off, on oublie, de toute façon les suites Disney en direct ou vidéo, torchées par des sous-équipes roumaines, c'est apocryphe. Il est arrivé vite celui-là. Et ça veut dire ? Alors ça veut dire qu'en gros, c'est de la merde, ça compte pas. Donc on se retrouve avec cette liste Hop qui... hop hop ! Quoi ?
Mulan, elle est pas noble et elle se marie à un fils de général. Pourquoi elle est dans la liste des princesses? Ouais, c'est vrai. Et pourquoi il y a pas Nala? Elle est de la royauté de sang et par mariage. Alors, apparemment, c'est parce qu'elle est pas humaine. Attends, comment ça de sang? Parce que par mariage, je vois, mais... Ben son père, c'est le roi. Mais non, le roi, c'est Mufasa. Chez les lions, il y a qu'un seul mâle qui procrée et plusieurs lionnes. C'est le cas dans le film, il n'y a pas d'autre mâle que Mufasa avec son petit harem perso. Enfin si, il y a Scar, mais il fait pas d'enfant. Enfin, à part dans le 2, mais tu as dit que ça comptait pas parce que c'était... C'est quoi déjà le mot? De la merde. Mais attends, tu veux dire que Simba et Nala, ils sont... En effet, la liste comprend Mulan, qui n'a absolument rien d'une princesse, et Pocahontas, qu'il est un peu ethnocentriste de considérer comme telle. Mais surtout, elle exclut des personnages comme Kida de l'Atlantide, juste parce que le film a été un échec. D'ailleurs, Disney s'en fout un peu des subtilités d'organisation politique. Bref, les princes et princesses, chez Mickey, c'est à la carte, et c'est justement quel statut différent ont ces héroïnes qui est intéressant. Excusez-moi, c'est Neymar du site Le Cri du Troll. Oui, allô, Neymar, oui, je suis en train de tourner, là, oui, je vais dire, oui, allez sur le site Le Cri du Troll, la culture à portée de massue avec Non mais je m'en fous de ça, moi. Il paraît que tu fais une émission sur les princesses Disney. Oui, tout à fait, oui. Trop bien, tu vas parler de Rebelle? Ah, alors non, je l'ai pas gardé, parce qu'en fait, c'est un Pixar. Mais Pixar, c'est Disney. Oui, je sais, mais c'est pas le même studio, et je veux faire une émission sur Pixar plus tard. Putain, tu ne peux pas ne pas parler de Mérida. Oui, merci Neymar, Surtout n'hésite si tu pas à parles de t'abonner, tes- à partager la Parce que, vidéo. bordel, bisous. le... L'histoire des princesses Disney est la même que celle de leur long métrage, puisque le premier d'entre eux est Blanche-Neige en 1937. Alors là, forcément, vous savez ce que je vais dire, tant ce dessin animé représente une certaine image des femmes qu'on pouvait avoir à l'époque. Elle subit l'action, attend le prince charmant, fait le ménage et tout ça en plus, ça la rend heureuse. On est devant une glorification bien surannée de la femme au foyer, c'est-à-dire l'idéal de l'époque, belle, douce et un peu naïve. Bon attention, le but ici c'est pas de dire « Ah berk mon dieu, c'est sexiste, c'est le mal, brûlons nos VHS, ne montrez surtout pas ça à vos enfants, d'ailleurs faut leur montrer que des trucs 100% pas sexistes et approuvés par les plus grandes féministes de Twitter. » Il faut regarder Blanche-Neige et il faut le montrer aux enfants, déjà tout bêtement parce que c'est un excellent dessin animé, ça serait dommage de les en priver, ça fait partie du patrimoine culturel de l'humanité. Après, si vous ne voulez pas que la seule image des femmes qu'ils aient soit le ménage et la dinette, vous pouvez leur montrer pas mal d'autres choses et développer leur esprit critique. Perso, j'ai grandi avec ces dessins animés et même des choses bien pires. J'arrive encore à les apprécier même en voyant bien tout ce qui y pue le formol. Contrairement à ce qu'on pourrait croire, Disney n'a pas tellement réutilisé l'archétype de la princesse dans ces années-là, expérimentant pas mal d'autres personnages. Il faut attendre 1950 et Cendrillon pour en retrouver une, et elle fait toujours le ménage. Bon, au moins, cette fois, c'est considéré comme particulièrement chiant et injuste. Bon, notamment parce que c'est une héritière, quoi, je veux dire, pourquoi c'est après ces boulots pauvres? Là, en fait, si vous vous souvenez des déclarations de Walt à son sujet... Stay out of my territory. Alors non, pas ce Walt, ce que j'ai dit tout à l'heure. On voit bien ce que peut représenter la notion de princesse. Ce n'est pas tellement une histoire d'hérédité ou de noblesse, c'est le rêve qu'au fond, on mérite une vie meilleure. C'est le délire de « Ok, ma vie elle est pas ouf, mais au fond de moi, je sais que je devrais avoir mieux et que je vais l'avoir. » En gros, je suis une princesse. Même Walt Disney pensait qu'il était une putain de princesse. Bien sûr, c'est associé à un statut social, et le papa de Mickey s'identifiait à ça dans l'idée de la success story, du rêve américain, qui dit qu'on en a chié pour réussir, qu'il y a un genre de justice divine à être là où on en est, et que les autres méritent aussi leur place, y compris ceux tout en bas. Tout ça, c'est l'histoire de la robe de Cendrillon, elle en chie 10 fois plus que les autres pour la faire, du coup, elle la mérite, et elle mérite ce que ça va lui apporter. Et comme chacun le sait, c'est vraiment comme ça que fonctionne l'Amérique. Alors évidemment, un destin réussi pour un personnage de femme dans un conte de fées, ou tout simplement, en 1950, c'est un beau mariage et ne plus avoir se taper ses boulots de merde. Mais là-dedans, pour moi, il y a un truc plus dérangeant que le côté sexiste, et ça marche aussi pour la suivante. En 1959, c'est La Belle au bois dormant, et vraiment, je suis désolé, ce personnage, c'est tout ce qu'il y a de fade dans l'idée de la princesse. Les deux précédentes aussi subissent et attendent un homme pour tout résoudre, mais elle, c'est puissance 1000. Bordel, c'est dans le titre, elle dort. Comment on peut faire un personnage plus
passif. On bâche souvent le côté vraiment craignos de Blanche-Neige et c'est très mérité. Mais au moins, même si ça justifie une injustice dans la condition féminine, ça reconnaît le mérite des femmes au foyer. Blanche-Neige, c'est une maman, comme il y en avait beaucoup à l'époque, qui s'occupe de la maison et qui éduque une famille nombreuse. Alors certes, c'est pas cool d'enfoncer ce cliché et de dire aux gens de se satisfaire de ça, mais au moins il y a une certaine fierté, et ça concerne pas que les riches. Le film fait une héroïne de toutes les femmes qui triment comme des folles à la maison. Donc non, ce n'est pas juste qu'elles triment comme ça, mais leur donner un minimum de reconnaissance, c'est un peu mieux que la Belle au bois dormant, qui fait juste rien. Là encore, c'est pas contre le film, qui visuellement comporte des trucs assez ouf, même si c'est pas le Disney le plus passionnant. Je pense surtout du fait de son héroïne complètement transparente, alors que la méchante est l'une des plus emblématiques de Disney. En fait, il aurait fallu centrer le film sur... Ah non, pardon, c'est de la merde ça. Et nous voilà repartis pour un bond dans le temps, encore plus important jusqu'aux années 80. Et non, rien d'autre à l'horizon, parce que Disney c'est très loin d'être que des princesses, même si c'est souvent à elles qu'on pense. Bon, on pourrait discuter de Marianne dans Robin des Bois ou de la princesse dans Taram et le chaudron magique, mais vous avouerez que c'est pas les plus marquantes. Dans Taram, c'est la princesse qui libère le héros. C'est vrai, mais Taram, on y reviendra un jour, promis. Mais là où je veux vous emmener, c'est bien plus tard et dans un endroit bien plus familier, bien plus emblématique, avec, en 1989, La Petite Sirène. Ah, celui-là, il est pas prêt de plus être culte. Déjà, on arrive dans les années de notre enfance, à beaucoup d'entre nous, et puis qu'est-ce qu'il est beau ce film. C'est riche, c'est bourré d'idées, la méchante est géniale, les chansons déchirent tout, et ses cheveux, mon Dieu, ses cheveux. Quoi ? C'est vrai, elle a des super beaux cheveux. Avec le recul, Ariel est parfois considérée comme un archétype de demoiselle en détresse au même titre que les précédentes. En effet, elle ne parle pas, ce qui est un bon gros fantasme de macho bas du front, et elle ne peut trouver son salut qu'au travers d'un homme. Mais quand La Petite Sirène est sortie, c'était salué comme un putain de progrès. Elle agit, elle rêve d'émancipation, elle fait des choix tragiques dont elle doit assumer les conséquences. Non mais en plus, tu dis qu'elle est sauvée par un homme, mais elle le sauve 2 fois. C'est marrant quand même, les personnages masculins de ces dessins animés. C'est eux qui ont la charge de sauver la princesse et ils sont tellement plats et interchangeables alors que elle, tout est fait pour qu'elle soit marquante. Donc Ariel, y a un peu de progrès même si ça reste un coup d'épée dans l'eau. Et c'est surtout le top départ pour une pluie de princesses. En 1991, on va un peu plus loin avec La Belle et la Bête. Pour être honnête, on a affaire à l'une de mes préférées. Là encore, on a une de ces héroïnes qui rêve d'émancipation, d'une autre vie. Belle a des valeurs et elle n'en démord pas. Mieux, elle ne cherche pas un homme à tout prix, et encore moins l'ascension sociale. Son idéal lui vient de la littérature et de l'imaginaire. Belle est intelligente et cultivée, indépendante et proactive, et puis c'est une roturière, une prolo qu'on ne peut considérer comme princesse que par son mariage à la fin. Le film cherche beaucoup plus ouvertement à casser les archétypes que La Petite Sirène, et pas qu'au travers de Belle. Le personnage de Gaston a tous les attributs du beau héros valeureux, amoureux de l'héroïne, par opposition à la Bête qui est d'abord un antagoniste, inhumain, violent et caractériel. Gaston est en fait presque une parodie des princes précédents. Il est idiot, imbu de lui-même, macho et ne comprend pas qu'on ne tombe pas amoureux de lui au premier regard. Évidemment, c'est lui le véritable antagoniste qui cherche à soumettre l'héroïne à ses désirs de mariage en bon gros macho patriarcal. Le refus révèle sa nature profonde de monstre. La Bête, lui, nous apprend certes à voir au-delà des apparences et du physique, mais pas seulement. Au-delà du côté beauté intérieure, ce qui est intéressant là-dedans, c'est que Belle ne se contente pas de voir la vérité, elle la façonne. Par son caractère à la fois sans concession et pourtant altruiste, elle arrive à changer cet homme, à le faire devenir quelqu'un de bien et pas juste l'épouser comme il est. Bon, bien sûr, n'exagérons rien, Belle reste en partie définie par un homme, elle a besoin d'être sauvée et sa résolution passe toujours par le mariage, la réussite sociale, etc. Voyez plutôt ça comme une pierre à un édifice. Avec Pocahontas en 95, on a encore une femme qui refuse l'homme qui lui est promis et arrive à changer l'homme qu'elle va aimer. On retrouve également des convictions fortes et un certain côté proactif.
Petite nouveauté, l'histoire d'amour de Pocahontas et de Smith finit en séparation. Des impératifs de bien commun passent avant le mariage et la réussite personnelle. On est bien loin des femmes qui font le ménage et restent à la maison. Bon, je passerai vite sur Jasmine de Aladdin qui reste assez secondaire et qui sert presque plus d'enjeu que de personnage. Mais on retrouve exactement ce schéma de princesse de caractère en quête d'émancipation et qui refuse le mariage qu'on lui destine. Et qu'est-ce que tu penses de sa robe rouge à la fin ? Hein ? Ça quoi ? I never realized how incredibly handsome you are. Ça marche à tous les coups. J'évoquerai pas non plus Esmeralda qui n'est pas une princesse, ce qui en soi est intéressant, mais surtout parce que je vais consacrer un bonus au bossu de Notre-Dame. Megara, pareil, on peut pas vraiment la considérer comme une princesse. Elle est assez notable dans sa personnalité de femme fatale, qui commence méchante, très indépendante, et j'aime assez comment elle est représentée. Mais à mon avis, le film, qui est franchement pas un très bon Disney, ruine tout en la faisant tomber bêtement amoureuse de cette cruche d'Hercule au moment du film où on nous montre qu'il est idiot et superficiel. Paye ta femme indépendante, quoi. Quant à Nala, qui elle est bien une princesse, même si elle ne porte pas de robe. Bon, comment dire, je vais être tout à fait honnête sur le Roi Lion, quitte à me faire détester, c'est un de mes Disney préférés. Mais c'est aussi un des plus nauséabonds. Je crois même que c'est le pire de tous au niveau du fond, et le traitement des personnages féminins en fait partie. Je ne m'étendrai pas là-dessus, j'ai analysé ça dans un article sur le cri du troll que vous trouverez ici, et que je ferai peut-être un jour en version vidéo. Je veux surtout vous amener à Mulan, parce que là on est complètement dans ce truc de casser le délire de princesse soumise. C'est la même logique que celle dont j'ai parlé avant, mais là c'est encore plus affirmé puisque c'est carrément le thème du film. Une femme peut et doit être indépendante autant qu'un homme, et c'est ce qu'elle prouve tout au long du film. C'est pour cette raison qu'il a été à la fois critiqué ou salué comme féministe. Bon, je trouve dommage qu'ils aient pas pu s'empêcher de la récompenser par un mariage, mais elle obtient quand même que l'empereur se prosterne devant elle et lui file un job de conseillère militaire, pas juste une place de princesse au foyer. Bref, Mulan, c'est l'officialisation du rapport de Disney aux princesses dans les années 90. Et là, on en arrive à Cusco. Quoi ? C'est pas moi ? J'ai rien fait. Y a quelqu'un qui balance des trucs ? Non, je déconne, y a pas de princesse dans Cusco, c'est juste que ça me fait trop marrer. Non, en fait, on en arrive aux années 2010, et là, il faut un peu expliquer ce qu'il s'est passé. En fait, les années 2000 sont plutôt pauvres en princesses, mais surtout en films d'animation Disney marquants. Il faut attendre 2009 pour avoir La Princesse et la Grenouille, qui non seulement se moque du délire du prince charmant avec le personnage de Charlotte, mais nous balance surtout une princesse noire et prolétaire aux aspirations bien différentes. Malgré cela, le film reste assez peu notable, notamment parce qu'à l'exception de quelques éléments, comme le méchant ou le personnage de Rey, il reste globalement assez timide, aussi bien au niveau visuel que du fond. On peut dire qu'il ne fait pas grand chose de son pourtant courageux parti pris. En fait, dans les années 2000, ce ne sont plus les films traditionnels de Disney qui tiennent le haut du pavé, mais bien les Pixar. Ah bah tu vois que tu vas parler de Pixar. Tu vas pas t'y mettre, hein. On est passé à l'animation de synthèse, et même si la boîte appartient à Disney, dont elle assure les succès que la maison mère n'arrive plus à produire, elle reste très indépendante dans sa façon de créer, au point que ses studios sont situés sur l'autre côte des États-Unis. Il faudra que je consacre une émission entière, voire même plusieurs, à Pixar, mais là il n'y a qu'à voir leurs personnages féminins pour comprendre qu'on est allé bien plus loin que les princesses un peu indépendantes des années 90. Comme sur beaucoup de sujets, Pixar a 100 km d'avance sur tout le monde quand il s'agit d'écrire des personnages féminins. Et Mérida du coup. Je ferai une autre émission. Et il faut savoir que ça n'a pas toujours été rose entre Wall-E et Mickey. Et comme au final, après un petit changement de direction, la firme de Walt s'est rappelé que l'important c'était de faire du pognon, ils ont fait un pont d'or à Pixar. Un deal tellement en leur faveur que le boss de Pixar, John Lasseter, s'est retrouvé en charge de toute la section animation de Disney. Et c'est sous cette bonne étoile qu'est née une nouvelle princesse, Réponse.
Réponse à tout d'une princesse Disney des années 90. Le film a de faux airs de Pixar dans son animation ou son humour, mais surtout il s'amuse avec cet archétype de princesse. Enfermée dans une tour en attendant qu'on vienne l'en sauver, pétrie de rêves royaux et de naïveté, c'est totalement autre chose qu'elle découvre. Réponse est certes sortie de sa tour par un homme, mais son prince n'a rien de charmant, un vaurien opportuniste qu'elle va devoir changer. Elle va découvrir que rien n'est aussi simple que ça et que le monde est bien plus complexe qu'elle ne le pense. Elle va se rebeller, avoir le cœur brisé et surtout casser des bouches. La scène de l'auberge a tout d'une parodie de princesse Disney old school brutalement catapultée dans le vrai monde réel de la réalité véritable que son absurde et ridicule gentillesse parvient à émerveiller. Réponse se moque de l'archétype des princesses Disney tout en glorifiant ce pourquoi on les a toujours aimées. Le constat d'un monde en décalage avec leurs fantasmes, mais le besoin pour ce même monde d'y croire encore. Avec Réponse, les films d'animation Disney renouent avec un succès que seul Pixar arrivait jusque-là à leur assurer. Et ce n'était rien avant d'arriver au carton complet de Frozen. Non, je suis désolée, sérieux, tu peux pas passer de Réponse à Frozen sans parler de Rebelle. C'est un Pixar. Ah, là, je suis d'accord avec Neymar. Mais c'est mon émission, putain. Eh ben moi, je suis la marraine de la bonne fée et je t'emmerde. C'est plus ton émission. Quoi? Neymar, je t'invoque. Enfin! Il manquait à cette histoire de princesse un méchant charismatique pour te remettre à ta place, petite pain-bêche! T'es sûr que t'es pas plutôt le sidekick rigolo pour vendre des jouets? Silence! Je gère. Salut les potes! Non, c'est naze. Bonjour mes chers petits camarades. Ah bah non, ça fait trop... Oh puis zut. Rebelle, sorti en 2012, nous raconte l'histoire de Mérida, une princesse qui déteste être une princesse. À l'instar d'Ariel ou de Réponse, Mérida rêve de liberté et d'émancipation. Comme Jasmine et Mulan, elle veut échapper au poids de la tradition. Mais à la différence de toutes les autres princesses jusque-là, c'est quelque chose qu'elle va accomplir seule. Pas d'Aladin ou de Prince Eric à aller retrouver, de Chang pour la former, Mérida n'a besoin de personne pour se prendre en main et changer son destin. Ici, Pixar frappe fort, très fort le poing sur la table de Disney. Maintenant, ça suffit les princesses victimes. Ces personnages si symboliques aux yeux du grand public seront des modèles de courage et d'émancipation auxquels tout le monde pourra s'identifier. D'ailleurs, le design unique de Mérida est particulièrement habile de ce point de vue-là. Mérida ressemble réellement à une adolescente. Très loin de la perfection qu'incarne Réponse, Mérida a des grosses hanches, une chevelure complètement incontrôlable, un menton fuyant et des dents qui avancent un peu. Bref, elle est vraie. Et on peut facilement s'identifier à elle. Par conséquent, son conflit avec sa mère, la reine et archétype de la perfection royale, est d'autant plus compréhensible qu'il ressemble à celui que chaque ado vit avec ses parents. La dimension « tu régneras bientôt sur un pays » en plus. Oui, Rebelle c'est aussi ça. C'est pas juste une vraie fille avec des vrais problèmes. C'est aussi la première fois que la portée politique du statut de princesse est un élément central de l'intrigue. Cette prise de pouvoir effectuée par notre héroïne est un message puissant à l'intention du public et des responsables de chez Disney. Les princesses, et particulièrement celles-ci, ne se laisseront plus faire. Et qui serait franchement plus qualifié que Mérida pour régner sur les princesses Disney? Non, parce qu'elle se bat contre des ours quand même. Ok, merci Neymar. Elle est prête à déclencher la guerre c'est dans bon, son on a pays compris. pour qu'on l'écoute. C'est quand tu veux. Elle a pas peur d'utiliser la magie pour... Hé, c'est moi la voix off Non, ici. attends, non, laisse-moi finir. Non, retrouvez l'analyse complète de Rebelle sur le cri-du-troll.fr. C'est bon? Je peux? Frozen est le film qui s'applique à casser systématiquement les clichés de la princesse Disney, tout en renouant avec l'esprit chantonnant et merveilleux des Disney classiques. Ici, la gentille comme la méchante sont les héroïnes qui doivent gérer leurs problèmes par elles-mêmes. Les hommes sont soit des incapables, soit de véritables crapules. Le prince charmant est même le vrai méchant de l'intrigue. Là, besoin d'aucun mec ou de promesses de mariage pour régler leurs différends. On a une chanson pour parodier la connerie de ces amours au premier regard et aux chiottes les mariages arrangés. L'amour dont on vous cause, c'est celui de deux sœurs. Oh, Disney serait-il en train de devenir une officine féministe? Eh ben putain que non! Il n'y a qu'à voir leur marketing immonde qui leur a fait uniformiser leur princesse pourtant pleine de diversité et de caractère en mode poupée Barbie. Non mais regardez Mérida, bordel! Mais les choses n'ont cessé de changer et changent encore, se nourrissant de l'évolution de la société et y participant. Le Nostalgia Critique a d'ailleurs mis le doigt sur quelque chose de fondamental dans son excellent édito sur les princesses. Pourquoi des princesses et jamais des reines?
C'est vrai ça, il y a les gentils rois, bon parfois mariés à des connasses, mais gentils quand même, alors que les reines ont généralement le rôle de la méchante. Pourquoi une telle peur des femmes de pouvoir ? Princesse, c'est mignon, tu pèses, t'es maquée avec un gars important, mais en gros, tu fais quoi ? C'est quoi tes responsabilités ? Pas grand chose, et ça c'est bien pratique. De riches héritières, oui, des dirigeantes, surtout pas. Je pense que c'est pour ça que j'adore tout particulièrement Elsa. Elsa est une reine légitime, appelée à régner seule. Drôle de nom pour une reine. Pas juste à assurer la régence avant de se trouver un cum. Personne ne lui intime de se dégoter un roi au plus vite, et encore moins des héritiers. Elsa va régner, et puis point barre. Tout le monde ferme sa gueule, et c'est très bien comme ça. Alors, est-ce que la prochaine étape des princesses Disney, ce ne serait pas tout simplement des reines Disney ? T'es quand même assez nul en jeu de plateforme, hein. Non mais t'as vu mes bras aussi? Excuse de sac. Et sinon, je sais pas si vous saviez, mais Jasmine, elle a été inspirée par Jennifer Connelly. Ça marche à tous les coups. Prenez garde au gros. Hey.